Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire de la traduction ensemble. Je vais tester votre niveau en grammaire anglaise. Je vais d'abord vous dicter une phrase en français et je vais vous demander de prendre le temps, en arrêtant la vidéo, de traduire cette phrase et ensuite je vous donnerai la solution et je vous expliquerai le principal problème posé par la traduction de cette phrase. Vous êtes prêts? Vous avez un papier, de quoi écrire? Alors, je vous dicte la phrase. Donc, il s'agit de la phrase suivante. Elle a dit qu'elle achèterait des fraises quand elle irait au supermarché. Donc, je répète, elle a dit qu'elle achèterait des fraises quand elle irait au supermarché. Donc, arrêtez là la vidéo, prenez le temps de traduire sur votre feuille et je vais vous donner ensuite la solution, la traduction. Alors, comment traduire cette phrase? Eh bien, tout simplement par she said, elle a dit, she said, that ou pas that, hein, soit vous dites she said that she would buy, soit vous dites she said she would buy. She would buy some strawberries when she went to the supermarket. Je répète, she said she would buy some strawberries when she went to the supermarket. Donc là, vous l'avez compris, la difficulté résidait dans le fait que en français, nous avions deux groupes verbaux dans cette phrase au conditionnel présent. Achèterait, qui finit par AIT, et irait, qui finit aussi par AIT, le conditionnel présent respectivement des verbes acheter et aller. Donc ces deux verbes sont au conditionnel présent et pourtant dans la traduction, vous avez entendu que j'ai traduit achèterait par would buy et j'ai traduit irait non pas par would go mais par went. Et si vous avez mis would go, sachez que vous avez fait une faute de grammaire. Il fallait bien traduire irait par went. Alors maintenant, je vais essayer de vous expliquer pourquoi en faisant appel à quelques connaissances syntaxiques. Donc si vous avez écrit sur votre feuille « Elle a dit qu'elle achèterait des fraises quand elle irait au supermarché », vous pouvez déjà adopter la bonne méthode pour analyser la phrase, c'est-à-dire souligner les groupes verbaux. Vous pouvez souligner « a dit »,« achèterait » et « irait ». Dans la phrase « Elle a dit qu'elle achèterait des fraises quand elle irait au supermarché », vous comptez 3 groupes verbaux. Cela signifie que cette phrase contient 3 propositions. Le verbe principal, le verbe autour duquel tout s'organise, c'est le verbe dire, conjugué au passé composé. A dit. Le sujet de ce verbe, c'est le pronom personnel elle. Elle a dit quoi? Qu'elle achèterait des fraises quand elle irait au supermarché. Donc, qu'elle achèterait des fraises quand elle irait au supermarché, c'est le complément d'objet direct du verbe dire. Donc, vous avez une phrase qui contient une proposition principale organisée autour du groupe verbal a dit. Groupe verbal qui est constitué du verbe dire au passé composé de l'indicatif. Ce verbe dire a pour sujet le pronom personnel elle et pour complément d'objet direct, tout l'ensemble qu'elle achèterait des fraises quand elle irait au supermarché. Tout cela qui contient deux verbes, c'est forcément une proposition introduite par la conjonction de subordination que. Donc, vous pouvez mettre entre crochets tout l'ensemble qu'elle achèterait des fraises quand elle irait au supermarché. Tout cela, c'est le complément d'objet direct du verbe dire. Ce complément d'objet direct est bien à l'intérieur de la proposition principale qui, elle, si vous voulez la mettre entre accolades, eh bien, elle commence
avant le pronom elle et elle finit après le mot supermarché. La proposition qui commence par la conjonction que, elle, finit aussi après le mot supermarché, mais il faut fermer le crochet avant l'accolade pour bien montrer que la proposition subordonnée entre crochets est à l'intérieur de la proposition principale que vous mettez entre accolades. D'où la nécessité d'avoir un papier et un crayon ou un stylo pour suivre cette vidéo que je fais aujourd'hui sans tableau. Bien, donc vous avez un sujet qui se réduit à un pronom personnel, un groupe verbal principal et un énorme complément d'objet direct qui prend la forme d'une proposition subordonnée qui commence, je vous l'ai dit, par la conjonction de subordination que. C'est une proposition subordonnée qui occupe la fonction de complément du verbe dire. Donc, c'est ce qu'on appelle une proposition subordonnée complétive ou une proposition subordonnée nominale puisqu'elle joue le même rôle qu'un groupe nominal. Donc, vous pouvez l'appeler proposition subordonnée nominale en que ou proposition subordonnée complétive en que. Ce qu'il est important de bien comprendre à ce niveau, c'est que cette proposition subordonnée complétive, cette proposition subordonnée nominale, est complément d'un verbe introducteur de discours, du verbe dire. Or, une proposition subordonnée nominale complément d'un verbe introducteur de discours, c'est précisément la définition syntaxique du discours indirect. Donc, si je vous donnais à analyser cette phrase, il faudrait non seulement la découper comme nous venons de le faire, mais il faudrait aussi bien insister sur le fait que la portion « elle a dit », c'est du récit introducteur de discours, et qu'à partir de la conjonction de subordination « que » jusqu'au mot « supermarché », vous avez du discours rapporté, du discours indirect. Nous avons à l'intérieur de cette proposition subordonnée en que le contenu des paroles prononcées par le sujet elle. Donc elle, c'est ce qu'on appelle l'asserteur des paroles contenues dans la proposition subordonnée nominale. Paroles qui nous sont rapportées par un narrateur qui reformule ces paroles en modifiant notamment les pronoms personnels et les temps. Il y a un repérage des temps et des personnes, non pas par rapport au moment d'énonciation du personnage elle, puisque nous ne sommes pas en discours direct, mais par rapport au moment d'énonciation du narrateur qui raconte ce qu'a dit elle. Donc, première chose à voir, c'était la présence de discours indirects, délimités par la nominale. Deuxième chose, je vous l'ai dit, cette nominale contient deux groupes verbaux. Donc cela signifie que nous avons affaire d'une part au groupe verbal de la nominale proprement dit et que à l'intérieur de la proposition subordonnée nominale se cache une autre proposition organisée autour de ce deuxième groupe verbal que nous identifions dans la nominale. Alors le verbe de la nominale, en fait, c'est le verbe acheter. Achèterait a pour sujet le pronom personnel elle. Elle achèterait quoi? Eh bien, des fraises. Donc, le groupe nominal des fraises, COD, complément d'objet direct, donc du verbe acheter. Et on nous précise quand elle achètera ces fraises, c'est-à-dire quand elle irait au supermarché. On aurait pu avoir, elle a dit qu'elle achèterait des fraises mardi. Ou bien elle a dit qu'elle achèterait des fraises demain. Si vous aviez eu mardi ou demain, vous auriez dit que demain, mardi, était circonstant de temps du verbe acheter. Et bien de la même manière, nous allons dire que quand elle irait au supermarché est circonstant de temps du verbe acheter, le même verbe. Donc, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que nous avons en fait une proposition subordonnée introduite par la conjonction de subordination quand, proposition subordonnée qui occupe à l'intérieur de notre nominal
la fonction de circonstance de temps. Il n'y a qu'un type de proposition subordonnée qui occupe la fonction de circonstance de temps, c'est ce qu'on appelle les adverbiales de temps. Les adverbiales circonstancielles de temps, quand on veut faire court, on dit les temporels. Donc la proposition que vous pouvez mettre maintenant entre parenthèses, qui va de quand à supermarché, vous veillez bien mettre la parenthèse avant le crochet qui lui-même est avant l'accolade. La proposition quand elle irait au supermarché, c'est une proposition subordonnée, adverbiale, circonstancielle de temps, de son petit nom, une temporelle. Et donc là, vous l'aurez compris, nous avons achèterait qui est le groupe verbal de la nominale et irait qui est le groupe verbal de la proposition subordonnée adverbiale de temps, introduite par la conjonction de subordination quand. Lors de la traduction de cette phrase, nous retrouvons exactement la même structure. Nous pouvons faire un calque syntaxique de la structure. Et donc, nous avons comme groupe verbal principal said, qui a pour sujet she, et toute la proposition en that qui va de that she would buy jusqu'à supermarket occupe, elle aussi, la fonction de complément d'objet direct. Et là, vous avez une proposition principale avec she, qui est le sujet, said, qui est le groupe verbal principal, et toute la proposition qui va de that à supermarket, c'est le complément d'objet direct. Donc tout ça, vous le mettez entre accolades. Et ensuite, vous mettez entre crochets la proposition that she would buy some strawberries when she went to the supermarket. Vous mettez cette proposition entre crochets de that à supermarket en veillant bien à mettre évidemment le crochet avant l'accolade pour montrer que la proposition subordonnée en that est à l'intérieur de la proposition principale. Il ne faut surtout pas dire que la proposition principale, c'est seulement she said. Proposition principale est constituée du sujet, du verbe et de son complément. Et il se trouve que le complément, le COD ici, c'est une subordonnée en that introduite par la conjonction de subordination that. Et de même qu'en français, cette proposition subordonnée nominale en that, c'est du discours indirect. Elle est complément, cette proposition, du verbe introducteur de discours said. Donc she said, c'est une portion de récit qui introduit le discours qui commence à that et qui finit à supermarket. Nous avons affaire à du discours indirect comme en français avec she qui est l'asserteur et nous avons comme énonciateur un narrateur, celui qui rapporte les propos de she. Alors, ici, pour traduire achèterait, le verbe de la proposition nominale, j'ai utilisé would buy. Alors, je vous rappelle comment fonctionne achèterait, c'est du conditionnel présent, c'est le conditionnel présent du verbe acheter. Dans achèterait, il faut que vous remarquiez la présence du R, du marqueur R, de la désinence R qui est typique du futur. Vous la retrouvez aussi dans la formation du futur en français. Et la désinence AI qui est la désinence de l'imparfait en français. Et donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que le conditionnel présent en français, c'est l'association d'un marqueur typique du futur, le R, et d'un marqueur typique d'un temps passé, l'imparfait, le marqueur AI, en tout cas pour la troisième personne, puisqu'aux première et deuxième personnes du pluriel, nous aurions le marqueur I simplement. Bien. Ce qu'il est intéressant de constater, c'est que le would va traduire l'association de la désinence R et de la désinence de l'imparfait AI. En fait, c'est will, l'auxiliaire modal will dans sa valeur épistémique de prédiction, qui va traduire la désinence R, la marque R du futur. Donc, le petit R est traduit par l'auxiliaire modal will, et la marque du passé AI, celle de l'imparfait, va être traduite par le marqueur ED, puisque comme vous le savez, would, c'est will plus ED. Je peux décomposer would en auxiliaire modal will plus marqueur ED. Et donc, nous avons ici une traduction qui est une traduction marqueur par marqueur quasiment. Le marqueur R du futur en français dans le conditionnel présent est traduit par will
Et le marqueur passé de l'imparfait, AI, est traduit par ED, donc très logiquement, le verbe achèterait est traduit par would buy. Maintenant, une fois que j'ai expliqué ça, il faut essayer de comprendre pourquoi on a le marqueur ED. Pourquoi est-ce qu'on a un marqueur de rupture? Eh bien, parce que dans du discours indirect, les repérages de temps se font indirectement, ils ne se font pas directement par rapport au moment d'énonciation de l'asserteur, elle ou she, mais indirectement par rapport au moment d'énonciation du narrateur qui raconte l'histoire beaucoup plus tard, à un moment qui est donc en rupture temporelle avec le moment d'assertion du personnage qui a effectivement prononcé les paroles. Si nous avions du discours direct, les repérages se feraient directement par rapport au moment d'énonciation du personnage elle ou she, et donc en français nous aurions du futur simple, nous aurions j'achèterai AI des fraises quand j'irai AI au supermarché. Et ce serait traduit en anglais par I will buy, c'est-à-dire l'association de l'auxiliaire modal will plus le temps présent. I will buy strawberries when I go to the supermarket. On n'a toujours pas will. Donc ce n'est pas parce qu'on a du discours indirect que will ou would ne sont pas utilisés. Le discours direct ou le discours indirect n'y change rien. On n'a pas will. Pourquoi? Eh bien, vous avez une règle que vous avez dû apprendre au lycée. C'est que, en anglais, dans une proposition subordonnée adverbiale de temps, qu'elle commence par when ou as soon as, peu importe, il suffit que ce soit une proposition subordonnée adverbiale de temps. Eh bien, dans une proposition subordonnée adverbiale de temps, on n'utilise pas l'auxiliaire modal will, que ce soit will au présent, dans du discours direct, quand j'irai au supermarché, when I go to the supermarket, ou que nous ayons affaire à la traduction d'un conditionnel présent, quand elle irait au supermarché, sera traduit par when she went et pas when she would go. On enlève en fait le will, il nous reste le ed de would que l'on pose sur go plus ed, cela nous fait went. Donc ici, la raison pour laquelle nous avons un conditionnel présent traduit par would buy et l'autre traduit simplement par went, c'est que le deuxième groupe verbal, la traduction du verbe irait, du conditionnel présent irait, ce deuxième groupe verbal se situe dans une proposition subordonnée adverbiale de temps. Et dans une proposition subordonnée adverbiale de temps, en anglais, pour des raisons que j'ai développées dans mon manuel, vous pourrez vous y reporter, en anglais, on n'utilise pas l'auxiliaire modal will, et donc comme would, c'est will plus ed, eh bien, on ne peut pas non plus utiliser would. Par contre, il faut garder le marqueur ed, et donc, en quelque sorte, le marqueur ed vient se greffer à go, ce qui nous donne comme traduction de irait, non pas would go, vous enlevez le will, il vous reste le ed, mais ed plus go, went to the supermarket. Donc, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que vous avez un cas particulier de traduction du conditionnel présent. Le conditionnel présent peut se traduire dans cette phrase soit par l'association de will plus le marqueur ed et la base verbale du verbe. C'est ce que nous avons avec would buy, soit par un simple prétérit go plus ed, went, dans le cas des adverbiales de temps. Alors, j'ai fait deux vidéos, même il y a quelques mois, sur les valeurs du conditionnel. Donc, je précise très rapidement ici que nous avons un cas de conditionnel, non pas modal ici, mais temporel. Il n'y a pas d'hypothèse. Le conditionnel ici est dû à la présence de discours indirects. Donc, si vous aviez à analyser ce conditionnel présent, avant d'en expliquer les problèmes de traduction, il faudrait bien identifier ce conditionnel présent comme n'étant pas un conditionnel modal, celui qui a donné son nom
au mode conditionnel, mais bien un conditionnel temporel, c'est-à-dire non pas un futur hypothétique, mais un futur situé dans le passé en raison du discours indirect. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre la difficulté que pouvait poser la traduction du conditionnel temporel. J'ai fait cette vidéo parce que l'une d'entre vous m'a envoyé un mail me demandant d'expliquer pourquoi le conditionnel était parfois traduit par le prétérit simple. Donc j'espère que j'ai répondu à cette question. N'hésitez pas à m'en poser d'autres à mon adresse sandrine.oriez@gmail.com. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant, prenez bien soin de vous, restez le plus possible chez vous, sauf si vraiment vous ne pouvez pas faire autrement, et portez-vous bien. À très bientôt.